Solène Niederkorn vous propose les hors-séries de Finscale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Rentrez dans la zone rouge du régulé. Discussion menée avec Patrick Mollard, CEO et cofondateur de Numias. Il faut arrêter de penser que la gouvernance, ça alourdit ta boîte. Avoir une gouvernance saine, souple et adaptée à l'étape de ta boîte, c'est fondamental en fait. Savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Essayer d'avoir un maximum de communication entre les différentes parties prenantes et quand il s'agit d'établissements régulés, avoir en tête que c'est vraiment un must-have. C'est une première sur Finscale. Cette semaine, c'est moi qui passe de l'autre côté du micro. Je me suis dit que ce serait pas mal aussi de vous faire des retours d'expérience sur certains sujets pour vous donner aussi des astuces et des clés de compréhension. Donc dans cet épisode, Patrick m'interroge sur la création d'entités régulées. Je partage avec vous la manière dont ça se passe, les éléments qu'il faut avoir en tête avant de se lancer tête baissée dans cet environnement très compliqué et les enjeux de mauvaise stratégie réglementaire. Nous parlons aussi des points à ne pas oublier lorsqu'on développe des produits tech et les éléments critiques pour les régulateurs, qu'il s'agisse de lutte anti-blanchiment ou de sécurité IT. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à noter l'épisode sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute habituelles et bien sûr à partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle année 2023 et merci pour tout. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Solène. Salut Patrick. Est-ce que tu vas bien ? Super bien. Écoute, suite à notre première rencontre en 2020, j'ai toujours rêvé de refaire un podcast avec toi. C'est vrai. Ouais. Et malheureusement, mon projet n'est pas encore suffisamment avancé pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Ouais. Mais on s'est dit qu'on allait faire réaliser mon rêve, c'est-à-dire que je prenne ta place à l'occasion d'un seul podcast. Génial. Écoute, je pense qu'en plus, il y a de très nombreux auditeurs qui sont très curieux d'en apprendre plus sur toi, ce qui te motive, ce que tu fais au quotidien. Ouais. Malheureusement, il faudrait une bonne centaine d'heures pour en parler. De toutes ces activités que tu fais et qui t'occupent et on doit se limiter à une vingtaine de minutes. Donc, on peut un peu plus. Hein. Une demi-heure. Allez, une demi-heure. On va donc se concentrer sur un de tes domaines d'expertise qui est l'aide et l'accompagnement des fintechs qui souhaitent se structurer dans un environnement réglementaire complexe. Ouais. Et donc on fera un premier focus, si ça te va, sur les enjeux pour une start-up qui par définition part d'une page blanche dans ce contexte. Ensuite on essaiera avec toi d'analyser un peu les différences qu'il y a à créer une entité régulée à partir d'une page blanche, VS, dans un groupe plus large et plus important. Ouais, tout à fait. Super intéressant. Bon, en tout cas, hyper contente de participer. Bah écoute, je suis ravi de t'inviter. Merci. Je vais quand même souhaiter une bonne année, parce qu'il sera diffusé normalement. Tu me dis si je me trompe, mais plus ou moins je vais réfléchir. Au début du mois de janvier. Donc bonne année à toutes et à tous. Et bonne année à toi aussi. Et est-ce que tu peux commencer d'ailleurs par te présenter un peu, parce que je suis sûr que tes nombreux auditeurs seraient ravis d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc Solène Niederkorn, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Je vis au Luxembourg, je suis franco-luxembourgeoise. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille en finance. J'ai commencé ma carrière un peu en France d'ailleurs. Je faisais du repo. Je plaçais de la trésorerie dans des hedge funds. Je fais ça un petit peu, j'ai fait de l'analyse financière et de la communication financière. Puis je suis partie en Belgique pour rejoindre UBS qui était en train de créer sa nouvelle structure en Belgique en wealth management. Et donc il y avait plein de choses à faire intéressantes. Et puis j'ai rejoint ensuite le groupe Lombardier au Luxembourg quelques années après, donc autour de 2011, pour mettre en place pas mal de choses également au sein de ce groupe qui est un groupe bancaire suisse qui fait de la banque privée, entre autres. Et puis après j'ai entrepris. J'ai créé une première boîte. J'ai développé un produit. J'étais dans un incubateur qui m'a aidé à développer ce produit, qui était une marketplace pour acheter et vendre des objets de seconde main. Ça s'appelait My Braderie, qui n'a pas été un grand succès, mais qui m'a permis de me frotter au monde de l'entrepreneuriat et notamment de la tech. Et puis, comme je voulais savoir comment ça fonctionnait en vrai dans une start-up, j'ai rejoint une start-up comme premier employé pour monter un produit de digital onboarding qui s'adressait à une banque, qui était un produit qu'on offrait aux banques. Je fais ça pendant 2 ans. Et puis, donc, depuis 3 ans, je suis indépendante. Et on va dire j'ai 3 casquettes au gré des clients que je croise. Mais donc, une première casquette d'advisor, comme tu le disais, pour conseiller plutôt des scale-up, des fintech qui se déploient en Europe pour de l'exploration de marché, pour de la stratégie produit, etc.
J'ai des mandats d'administrateur indépendant et puis je suis podcasteuse. Écoute, en effet, moi qui te connais un petit peu, c'est impressionnant le nombre de choses que tu fais en une journée. Et donc on comprend bien, au vu des expériences que tu viens de nous détailler, que tu as une vraie expertise et une vraie valeur ajoutée dans l'accompagnement des entreprises qui souhaitent se structurer pour obtenir, et notamment donc les fintech, pour obtenir les agréments dont ils ont besoin pour pouvoir opérer. Donc j'aimerais qu'on passe un petit peu de temps sur ce sujet-là dans une première partie. Et du coup, est-ce que tu peux commencer d'ailleurs par nous relater les cas de figure de création d'établissements régulés dans lesquels tu as été impliqué et nous donner le scope de ton intervention ? Alors, je dirais, je remonterai un petit peu plus loin dans le temps. La première fois que je me suis frottée au réglementaire, peut-être, c'était hyper intéressant. En fait, c'était le lancement de l'offre de private equity chez UBS en Belgique. Il s'agissait de distribuer des fonds en Belgique. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, tu ne pouvais pas distribuer n'importe quel fonds à n'importe qui. Il y a quand même des règles à suivre. Et puis ensuite, il y a eu la crise des subprimes et MiFID qui a succédé, qui a été en fait la première réglementation que j'ai lue. Et je me suis rendu compte, en effet, que c'était beaucoup plus complexe et que finalement, de mon côté, parce que j'étais à l'époque en gestion, il y avait beaucoup de concepts qui me paraissaient très lointains et je comprenais enfin ce que ça voulait dire en lisant cette réglementation-là. Et donc, ça, c'était dans quel pays, du coup ? Ça, c'était en Belgique, ouais. C'est l'année où il y a eu la crise des subprimes, plus l'affaire Madoff, plus MiFID, enfin voilà, une avalanche réglementaire. Ça n'a pas été un crush parce que c'est quand même assez, je trouve que c'est une matière qui est compliquée, mais ça a été quand même une prise de conscience pour moi à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai été de plus en plus intégrée sur des projets réglementaires. Et finalement, la première fois que je me suis occupée de travailler sur la mise en place d'un établissement régulé, c'était au sein d'un établissement bancaire. C'est pour ça que c'est intéressant ce qu'on va discuter après en deuxième partie, c'est comment créer un établissement régulé au sein d'un grand groupe financier qui a déjà un certain nombre d'agréments. Et donc ça a été intéressant pour moi parce que donc j'ai traversé ce processus de recherche d'agrément qui était donc un agrément bancaire au Luxembourg et donc j'ai pu passer les différentes étapes de la construction de la demande d'agrément, les interactions avec le régulateur et puis ensuite tout ce qui s'en est suivi puisque à partir du moment où on met en place un établissement régulé, il y a quand même un certain nombre de règles qu'il faut traverser, que ce soit la lutte anti-blanchiment, la mise en place du risque, la gouvernance, etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que extrêmement structurant. Ouais, carrément. Alors merci pour ces informations, mais j'insiste et j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur les cas de figure d'établissements régulés qui ont fait des demandes d'agrément dans lesquelles toi tu as été impliqué et nous donner un petit peu ton scope d'intervention. Alors celui dans lequel je me suis le plus impliquée, c'est celui de la création d'un établissement de crédit au Luxembourg, avec la création des différentes succursales en Europe. J'ai travaillé sur la demande d'agrément, sur la documentation juridique, avec un cabinet d'avocats, toujours par pays, parce que ça, tu peux pas produire les contrats de ton côté, parce qu'il y avait un certain nombre de contrats à amender. Il n'était pas passeportable, il fallait le faire par pays. Non, mais il faut que tu adaptes les conditions générales pays par pays. Donc, tu dois fournir en fait alors tu fournis tes conditions générales à ton régulateur, mais après c'était un projet de grande ampleur. Donc c'était un projet, sur celui-ci, c'était un projet qui était vraiment européen, donc avec des cas de figure de notification d'ouverture de succursales aux Pays-Bas, en Espagne, en France, au UK, en Belgique et en Italie. Donc ça, c'était très intéressant parce que j'ai pu vraiment avoir un éclairage sur les différents régulateurs. Et alors, je reprends ma question. C'était un agrément qui est passeportable ? Ouais, tout à fait. Donc malgré le fait qu'il soit passeportable, on comprend que dès que tu as si évident les libertés t'as tout ce qui est libre prestation de service et puis la liberté d'établissement. Après, j'ai travaillé sur des enregistrements AIFM, tout ce qui est aussi dépositaire de FIAR. Donc c'est des structures des fonds d'investissement que tu mets en place, par exemple pour des familles. Et ça demande, donc en fait, quand tu es établissement, quand tu es banque, tu n'as pas forcément d'agrément pour être dépositaire de ce type de structure. Donc tu peux faire des demandes additionnelles. Donc encore une fois, faut vraiment aller dans la finesse. Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien de connaître ces produits et services et d'avoir une idée très précise dès le départ de ce que tu vas offrir, parce que justement sur ce genre de finesse-là, tu peux pas le deviner. J'ai travaillé aussi sur un agrément d'administration de fonds de private equity, sur une demande d'agrément de professionnels du secteur financier. Donc ça, c'était un agrément spécifique au Luxembourg que tu utilises quand tu fais de la sous-traitance, typiquement de la sous-traitance informatique. L'entité qui preste doit, dans certains cas de figure, être régulée comme opérateur de système informatique secondaire ou primaire. Enfin, il y a un certain nombre
différents types de PSF. J'ai travaillé aussi sur un dossier d'agrément d'établissement de monnaie électronique. Donc là, vraiment que sur la partie demande d'agrément et puis mise en place de la structure et de la gouvernance. Et c'était au Luxembourg et en Afrique. Donc je me suis coltiné la documentation de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Hyper intéressant de comprendre, tu sais, les différences entre deux continents et la façon dont ces États d'Afrique de l'Ouest encadrent toute cette partie-là. Et alors peut-être c'est une question compliquée, mais dans les grandes lignes, t'as vu des écarts Oui, il y a des écarts, bien sûr, mais c'était un scope réglementaire quand même assez proche de ce que je connaissais en Europe. J'ai pas eu beaucoup de surprises et je me suis rapprochée de personnes, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger avec des gens qui ont déjà fait ça, de personnes qui avaient déjà mis en place des établissements de ce style-là en Afrique de l'Ouest. Donc il n'y avait pas mieux pour conseiller. Et puis, j'ai aussi travaillé sur un agrément d'entreprise d'investissement, donc avec vraiment une prestation de service un peu partout en Europe. Donc, tu vois, même dans la logique de recherche des service providers intégrés à ce gérant de fortune, qui est un robo-advisor, il y avait vraiment cette logique de, attention, donc cet établissement est régulier, mais Prest en Europe va avoir des besoins justement de banques dépositaires dans différents pays européens. Comment adresser ce besoin-là? Comment remplir les besoins réglementaires de ces différents pays-là? Et donc tu te poses des questions quand même. Tu vas très très loin en fait dans tes réflexions parce qu'il faut que tu anticipes. C'est-à-dire que tu peux pas changer de banque dépositaire comme ça du jour au lendemain. Pareil pour la passation d'ordre. C'est super compliqué parce que il n'y a pas 36 prestataires qui te permettent d'efficacement adresser ces besoins-là. Donc en fait, les demandes d'agrément, c'est pas uniquement une licence qu'on te donne pour prester, mais c'est vraiment une recherche, vraiment une réflexion stratégique sur ton business model, sur la pertinence de ce business model dans les pays dans lesquels tu vas prester, la façon dont tu vas monter ton produit, qu'est-ce que ça va avoir comme implication dans tel pays ou tel autre pays, parce qu'il y a ces réflexions-là à mener d'un point de vue juridique, taxes, etc. Ok, très clair. Alors, moi, je ne sais pas si la question va être très claire, mais si tu devais résumer les ressources dont une société a besoin pour pouvoir mener à bien un projet comme celui-là, que ce soit en interne ou en externe, si tu devais nous faire une petite liste, alors est-ce que c'est une personne, un project manager en interne? Est-ce que c'est un très bon cabinet d'avocats? Donc très bon point. Alors je dirais qu'il faut avoir quand même à bord, je pense que c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui est déjà passé au travers du processus, finalement, quel que soit le type d'agrément, mais quelqu'un qui sait comment parler à un régulateur, comme toi et moi d'ailleurs. Cette personne-là, elle va t'aider à guider le processus, elle va te rassurer et elle va aussi elle va mettre le doigt sur ce qui est pertinent pour les régulateurs. Parce qu'il y a t'as envie de dire beaucoup de choses, mais parfois ça sert à rien de trop dire parce que tu vas trop donner d'informations et ça va perdre le régulateur et les équipes. Ça permet aussi de faire le tampon avec les équipes en interne de la start-up pour savoir exactement solliciter telle ou telle personne en fonction des besoins. Parce que sinon, ça prend vachement de temps. Souvent, les startups sous-traitent ça à des cabinets d'avocats, mais qui n'ont pas justement cette expertise de project manager qui est vraiment un peu spécifique. Mais qui connaissent les derniers attendus réglementaires. Oui, mais il faut absolument travailler avec un cabinet d'avocats, justement pour combler ces trous-là et savoir si tu as la bonne approche. Donc moi, j'aurais toujours tendance à dire qu'il faut toujours faire revalider, relire ton agrément par un régulateur. Mais je pense que c'est très... ouais aussi, mais par un avocat ou un cabinet de conseil, quelqu'un qui a aguerri, etc. Mais je pense qu'il faut quand même toujours avoir en tête que pour l'équipe dirigeante ou les cofondateurs qui créent la nouvelle structure, c'est important quand même d'allouer du temps et donc d'avoir dans ton agenda un jour par semaine où tu fais que ça, parce que il faut te mettre dans la posture d'un dirigeant ou d'une dirigeante de fintech régulé. Et puis une fois que le cabinet d'avocats est parti, que ton project manager est parti vaquer à ses occupations, il faut que tu sois à même de répondre de façon très spécifique et précise aux différentes parties prenantes et notamment vis-à-vis du régulateur. Et donc c'est important en tout cas d'avoir du jour homme dans ta tête comme dirigeant pour allouer du temps à ça. Ok. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu les différentes étapes? Comment se préparer? Comment identifier les agréments dont on a besoin? Et ensuite, comment
lancer ce processus? Alors souvent, et quand je discute avec des clients, la première chose que je leur demande, c'est quel est le type de produit et quelle est la nature des services qu'ils proposent. Quand il s'agit d'une start-up en création, c'est très compliqué parce que tu sais comme moi qu'on itère et on peut pivoter un certain nombre de fois. Et alors c'est assez compliqué parce que tu ne peux pas proposer des produits si tu n'es pas régulé. Donc, il y a un gros travail de fond à faire et je pense que c'est quelque chose que tu expérimentes encore maintenant, actuellement. À partir du moment où tu n'as pas stabilisé finalement ton offre, c'est très compliqué de savoir quel type d'agrément il faut mettre en place. Donc, c'est pour ça qu'il y a pas mal de phases de tests à mettre en place avec un certain nombre de pools de prospects pour valider finalement ce product market fit avant de te lancer dans cette procédure d'agrément. Pourquoi ? Parce que quand tu vas aller voir ton régulateur, généralement, tu peux aller voir suivant les pays, il y a différentes pratiques, mais généralement, tu es reçu pour avant de rentrer ton dossier d'agrément, de le déposer officiellement, tu as quand même un entretien avec le régulateur. Le fameux intake meeting. Voilà, c'est ça, où tu te présentes et t'expliques un petit peu ce que tu as derrière la tête et que tu as l'intention d'aller demander tel type d'agrément pour la nature des services et les produits que tu vas distribuer dans le pays en question. Et c'est généralement à ce moment-là, quelque part, que tu valides tes hypothèses de départ. Et donc, la première question à se poser, c'est vraiment quel type de produit et de service je vais offrir. Et puis, d'avoir une idée quand même assez précise de la nature de l'agrément qu'il faut que tu ailles rechercher. Et parfois, tu n'as peut-être pas nécessairement besoin d'aller chercher un agrément. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir à tes côtés quand même un avocat qui soit bon dans les services financiers pour vraiment t'aider à peut-être bâtir une stratégie réglementaire pour partir de quelque chose d'assez léger au départ, qui soit bien sûr dans les clous, mais où tu puisses monter en puissance. Parce qu'à partir du moment où tu vas être régulé, ça va quand même alourdir sensiblement ton organisation. Ça va coûter très cher, ça va nécessiter du capital. Et donc, je pense qu'il y a certaines étapes que tu peux valider sans être fully regulated avant d'aller chercher des licences. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que tu as beaucoup de services maintenant qui sont proposés. Je pense à des solutions de banking as a service qui te permettent en fait d'aller déployer des produits assez rapidement sans avoir nécessairement besoin d'agrément. Mais néanmoins, je trouve toujours intéressant d'avoir en tête ton objectif cible à 3-4 ans. Et de te projeter en fait, même si tu peux commencer avec un agrément qui est assez léger, avoir en tête cette stratégie avec ton avocat, bien sûr validé, pour te rendre compte en fait de ce à quoi va ressembler ta boîte dans 4-5 ans une fois que tu seras régulé. Parce que c'est plus du tout la même boîte et tes services vont plus du tout être prestés de la même manière. Très clair. Et du coup, on a parlé d'intake meeting, sur le process et les échanges avec le régulateur. Quelles sont tes recommandations sur la manière de préparer le dossier ? Quels sont les intervenants qu'il faut impliquer ? À quel moment ? Quelles sont un peu les idées de timeline qu'il faut avoir en tête pour une petite start-up qui démarre, de se dire, d'arriver à assesser un petit peu l'effort que ça représente ? Alors, ça dépend encore une fois de la nature de l'agrément que tu vas chercher. Si c'est un enregistrement, je pense par exemple à un AIFM. Si tu vas juste faire un enregistrement d'AIFM, ça va être beaucoup plus rapide qu'une licence pour être AIFM autorisé. Donc voilà, il y a cette présentation auprès du régulateur où tu expliques ce qui va se passer et puis la nature de l'agrément que tu vas chercher. Et puis tu déposes ton dossier. Donc c'est un dossier qui est vraiment propre à chacun, enfin qui dépend de la nature de ce que tu vas demander de réguler au régulateur. Et ce dossier, c'est généralement une trame, c'est la même chose un peu dans tous les pays en Europe, qui va décrire la nature de tes activités, toute la gouvernance que tu dois mettre en place, les mesures de risque que tu vas prendre. Donc en fait, qui va cerner la nature de l'établissement que tu envisages de mettre en place. Une fois que ce dossier est constitué, ça prend quand même, si tu veux bien le faire, alors tu peux le faire avec des avocats, des conseils, mais moi ce que je recommande aux clients, c'est vraiment de quand même mettre les mains dedans. Pourquoi ? Parce que tu décris quand même ce que va être ta boîte au moment où tu lances. Donc il faut quand même que tu sois à l'aise avec ce que tu as raconté, parce que le jour où tu vas avoir un agrément qui sera donné et que tu as une visite du régulateur, il faut quand même que ça colle avec ce que tu as décrit. Ouais, mais s'il n'y a pas une personne comme toi dans la société, la manière de formaliser, de présenter les choses, elle est pas instinctive. Donc c'est vrai que même si je suis d'accord avec toi, hein, il faut savoir ce que tu veux présenter, il faut être impliqué pour savoir ce que tu vas présenter. Ouais. Mais la manière de l'écrire est quand même un peu particulière. Donc est-ce que tu n'as pas besoin d'assistance là-dessus ? Si, alors tu peux prendre de l'assistance, de prendre des gens. Il y a des gens qui sont spécialisés et qui vont faire des demandes d'agrément à la volée, si tu veux. Il n'empêche que même si c'est des personnes qui ont un savoir-faire et je pense à des cabinets ou des Big Four qui font ça, qui ont l'habitude de le faire,
si tu mets pas ta patte et que tu ne relis pas derrière pour affiner par rapport à ta vision de ton établissement et de ce que tu vas mettre en place, ça va plus tout à fait coller avec ta vision. Donc une fois que ce dossier-là est composé avec ces multiples annexes qui sont en fait les directives, toutes les procédures que tu vas envisager de mettre en place et de déployer quand tu seras régulé, tu déposes ce dossier-là et puis là ça prend quand même quelques semaines avant que le régulateur concerné te revienne avec ses premiers commentaires. Ce qui se passe généralement, c'est qu'ils n'ont pas forcément toute l'expertise en une même personne. Ils dispatchent en général le dossier auprès des différentes entités, départements au sein du régulateur. Donc il va y avoir toute la partie AML, donc lutte anti-blanchiment, qui sera traitée par des gens qui sont spécialisés, toute la partie IT sur l'externalisation, tous les mécanismes de business continuity que tu as mis en place, disaster recovery plan, etc. Donc, tu vois, ils hachent en fait le dossier et les annexes, et ce sont les équipes qui ensuite font leur retour. Et donc, en général, tu vas avoir quelques allers-retours qui vont se faire. Et une fois que le dossier sera, je dirais, stabilisé, tu obtiens un agrément. Et tu peux opérer, mais il faut opérer de la manière dont tu l'as décrit dans ce dossier-là. Et donc souvent, ça prend quand même 9 à 12 mois. Ça dépend des pays. Et encore une fois, ça dépend aussi de la maturité de certains pays sur certains types d'agréments. Donc il y a des pays qui se positionnent, par exemple, sur les enregistrements de PSAN en France ou des VASP. Tu vas avoir des pays qui vont être très habitués à ces dossiers-là parce qu'ils en auront engrangé un certain nombre. Et puis d'autres qui seront un petit peu plus à la traîne, qui ont moins l'habitude, moins de practice. Et donc, ce seront des processus qui seront probablement plus longs. Et ça, justement, comment tu arrives à le savoir ou à avoir cette information-là sur quels sont les pays où le régulateur est peut-être plus avancé sur tel ou tel sujet? C'est des échanges? Alors, il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur Internet. Moi, ce que je fais, c'est que... ce que j'ai fait et ce que je conseille à des clients, c'est de parler à des personnes qui se sont déjà établies dans le pays pour avoir un retour terrain. T'as des pays qui se sont vraiment plus spécialisés, qui ont beaucoup d'établissements de paiement ou de monnaie électronique et d'autres moins. Il y a une raison pour ça. Donc, intéressant de comprendre finalement ce que le régulateur attend et quelles sont les best practices au sein de ce pays-là sur ce type d'agrément. Il y a vraiment des pays qui sont plus développés sur la partie des fonds, je pense au Luxembourg et à l'Irlande par exemple. Et donc là, il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a vraiment... Il y a toute une infrastructure aussi de service provider que tu vas utiliser, des auditeurs qui sont spécialisés, des gens qui vont être spécialisés dans, je pense, alors encore une fois pour les fonds, l'administration de fonds, etc. Ce qui est moins le cas dans d'autres pays. Du coup, je comprends qu'une de tes recommandations, c'est notamment de pouvoir échanger avec des gens qui ont déjà demandé l'agrément dans le pays pour avoir les retours d'expérience en direct. Ouais. Du coup, est-ce que toi, dans le cadre de ton podcast, tu as rencontré des gens qui ont eu des approches un peu originales ou efficaces que tu aimerais partager avec nous? Alors, j'ai vraiment vu les deux stratégies complètement différentes, des stratégies de personnes qui créent des sociétés, mais vraiment des startups donc très très petites et qui vont tout de suite aller chercher des agréments. Je pense par exemple à Memobank ou United qui sont tout de suite allés chercher des demandes d'agrément d'établissement de crédit. C'est pas le chemin le plus facile, c'est un peu la face nord. Mais donc avec derrière des investisseurs qui croient en eux, et ça c'est je pense le plus important, et c'est vraiment une chance si tu as des investisseurs qui te suivent, parce que ça va être un processus qui va être long et qui va pas tout de suite payer, puisque comme je te le disais, c'est quand même plus lourd à mettre en place dès le départ. Et à l'inverse, tu vas avoir des startups donc, qui vont vraiment être en mode agile et donc avec peu de moyens au départ, qui vont partir sur un scope de service assez restreint, une catégorie de clients assez spécifique pour pouvoir monter en gamme, on va dire, et gagner en complexité au fur et à mesure des années. Mais alors là, il faut être conscient que ça va alourdir. Donc c'est pour ça que c'est important de se projeter encore une fois, et d'avoir en tête cette stratégie, discuter avec tes avocats pour être sûr que tu vas tenir et que ton organisation va tenir, parce que la culture va petit à petit se complexifier. Ça va être moins simple. La structure aussi. La structure, oui, tout à fait. Tu vas devoir mettre en place des fonctions compliance, risque, etc. Ce que tu avais à minima, mais pas de façon aussi déterminée au tout départ. Donc les deux s'envisagent. Je pense que c'est vraiment une question aussi de maturité.
et avoir la capacité d'encaisser tout de suite d'un côté l'agrément ou d'un autre côté vouloir être lean. Et potentiellement de moyens aussi, parce qu'il y a des contraintes aussi un peu... De capital. Voilà, exactement. Il y a des, tout à fait. Qui peuvent différer d'un pays à l'autre. Et ça, c'est intéressant parce que là, je suis actuellement en discussion avec un client et la question... je trouve intéressant de laisser ouvert le pays dans lequel tu vas t'établir et de pas forcément parce que tu es français aller t'établir en France ou parce que tu es luxembourgeois ou parce que tu es belge aller t'établir en Belgique. C'est naturel. En même temps, il faut être conscient qu'il y a des spécificités locales qui font que ça peut être plus de sens que tu établisses ta fintech dans un autre pays qui ne serait pas ton pays naturel. Après, donc, il y a quand même une petite subtilité à ça, c'est que, en effet, si tu t'établis dans un pays qui n'est pas ton pays, il y a quand même des besoins de substance qui vont nécessiter quand même la mise en place d'un établissement stable avec, encore une fois, c'est un certain nombre de FTI qui sont requis par le régulateur local et des practices, encore une fois, qui font que tu peux avoir à minima 5-6 personnes donc dès le départ. Donc, il faut être conscient que ça va être quand même tout de suite assez coûteux à mettre en place. Mais c'est ça qui m'intéresse, tu vois, en fintech, c'est justement, tu as vraiment le côté développement de produits tech qui vont vraiment révolutionner un usage ou apporter vraiment une valeur ajoutée dans, le processing de paiement, par exemple, mais avec la complexité additionnelle d'avoir un secteur qui est très encadré d'un point de vue réglementaire, ce que je trouve forcément très utile, surtout quand on voit les déboires qu'on connaît dans des secteurs qui sont un peu moins régulés. Oui, et qui rassure les clients pour les fintechs qui se développent. Je pense que c'est un élément très important. Justement, faisons un petit zoom sur la partie tech du coup de fintech. C'est quoi la spécificité ? Qu'est-ce que ça implique justement d'être une société tech dans des process de demande d'agrément ? Il y a tout un volet qui concerne... en fait, tu vas le retrouver un petit peu partout dans la demande d'agrément, mais là où tu vas avoir un focus, c'est sur toute la partie security, IT security, protection des données, externalisation de certaines fonctions. Et là, il faut vraiment travailler avec des gens qui sont spécialisés. Je pense par exemple à la sous-traitance cloud. Tu vas pas avoir... Suivant les pays, encore une fois, les règles ne sont pas forcément les mêmes. Donc, si tu fais de la sous-traitance dans le cloud dans un pays, ce sera peut-être pas forcément la même façon de le gérer dans un autre pays. Et ça n'aura pas forcément les mêmes implications en termes d'infrastructure chez toi. Donc, je pense qu'il faut parfois aller dans ce genre de détails pour réaliser les contraintes que ça va rajouter ou t'enlever suivant le pays dans lequel tu vas aller. Pareil pour tout ce qui est protection des données. Alors, tu as ce règlement européen, le RGPD, qui va bien entendu donner les règles pour tout le monde, mais tu vas quand même avoir des practices localement et des autorités de contrôle. Ici, c'est la CNIL, mais dans d'autres pays, c'est une autre autorité qui va checker tout ça. Et donc, je pense qu'il faut être quand même dans ce niveau de détail quand tu rentres ton agrément. C'est pour ça que je trouve qu'il faut en tout cas lire et bien comprendre ce que tu écris au régulateur, même si dans le cas de RGPD, je pense que c'est le cas aussi en France, c'est pas la CPR qui encadre ça. Et de ce que j'entends, il y a un vrai intérêt aussi à faire une analyse en amont, de savoir, en fonction du service que tu veux proposer, dans quel pays est-ce qu'il faut que j'aille et qu'est-ce qu'il faudrait du coup que je prépare pour pouvoir avoir des chances d'obtenir l'agrément. Tout à fait. Et puis, il y a tout le volet, donc ça, on parle de la conformité réglementaire, mais il y a aussi tout le volet juridique. Il y a tout le volet taxe, dont on parle moins. Et je te parle même si tu prestes des services en dehors de la France, la TVA ne sera pas... traité de la même manière, mais je te dis ça, mais si tu vas avoir un avocat qui va t'accompagner sur le volet conformité, il ne va pas forcément t'accompagner sur ce volet-là, ni sur le volet juridique. Et donc, il faut toujours penser à ces éléments-là, qui sont des éléments super importants au moment où tu crées ta boîte. Donc là, on voit un peu les enjeux et les difficultés que ça représente pour une petite start-up qui part d'une page blanche. Est-ce que c'est plus simple au sein d'un grand groupe qui potentiellement a déjà de l'expertise justement sur juridique, réglementaire, un peu d'expérience ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes expériences dans ces grands groupes et nous partager un peu ta vision là-dessus ? Est-ce que c'est plus simple, plus compliqué ? C'est hyper différent, forcément. Comme tu le disais, dans les grands groupes, tu vas avoir... toutes les ressources. Tu vas avoir des compliance officers, des risk officers qui vont pouvoir t'aider à revoir justement tous ces éléments-là et à garder ça sous contrôle. Après, tu as une lourdeur qui fait que dans les processus de validation dans les grands groupes, tu dois mettre en place des comités d'approbation pour développer, créer une nouvelle entité au sein d'un groupe. Ça se fait pas comme ça. Il faut donc allouer des ressources financières, du capital, etc. Et donc, ça va considérablement accroître le temps de développement de la nouvelle entité que tu vas créer.
Voilà, et donc tu vas être forcément un peu moins lean dans la recherche d'agrément et la création de, je sais pas, ton établissement de paiement si tu en crées un. Donc on a bien compris du coup dans cette première partie les enjeux pour une start-up de partir d'une page blanche. Dans une deuxième partie, peut-être intéressante de bien comprendre les enjeux pour des grands groupes qui souhaitent faire la même chose, donc établir une entité régulée. Pour bien comprendre d'où tu viens, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience justement dans les grands groupes et ton passage à indépendante ? Écoute, alors moi ça s'est fait par étapes parce que comme je te disais, j'avais créé cette boîte en parallèle de mon boulot en 2015 et j'ai essayé de développer ce produit tech on the side et puis finalement je suis sortie pour m'y consacrer à 100%. Et en fait je me suis rendu compte au cours de ce passage et de ce changement de salarié dans une banque à entrepreneuse, ensuite en start-up et comme indépendante, qu'il y avait vraiment une différence énorme entre les deux. Alors j'apprends rien, je pense aux gens qui nous écoutent, mais moi je me suis pris en fait une claque quand j'ai quitté la banque. Je sais pas si toi ça a été pareil parce que tu as été chez ABN. Ouais, pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai été un peu choquée d'avoir, même si je suis tech savvy à la base, d'avoir été de vivre en parallèle d'un écosystème tech dont j'ignorais quasiment l'existence. Je savais qu'il y avait des startups en fintech, mais je ne savais pas vraiment ce que ça représente. Donc ça m'a mis vachement de temps en fait pour comprendre même le vocabulaire, comprendre les écosystèmes, savoir qui étaient les personnes qui étaient actives dans ces écosystèmes un peu partout en Europe. Il y a vraiment une énorme différence culturelle entre les deux. Et c'est compliqué, en effet, pour beaucoup de groupes bancaires, de développer des entités nouvelles comme ça. Parfois, ça se fait par spin-off ou carve-out, ce qui a été le cas. C'est marrant parce que j'ai eu un épisode il n'y a pas longtemps sur un spin-off de Carrefour avec la création de MarketPay. Ou de l'intrapreneurial. Ouais, j'en ai parlé aussi sur HSBC. C'est très compliqué, mais bien sûr, c'est pas infaisable. Et il y a des succès, mais moi, je pense qu'il y a vraiment des moyens pour y arriver qui sont efficaces. Je pense par exemple au fait de travailler avec des startup studios. Tu as des startup studios qui sont spécialisés dans la création de startups pour les grands groupes, qui vont, en externalisant en fait ça, tu arrives vraiment à être beaucoup plus agile en fait. Parce que le souci quand tu veux développer quelque chose en interne, c'est que tu vas tout de suite avoir la charge réglementaire, risque, etc. Et ça va finalement t'empêcher d'être agile et d'être rapide et de finalement développer un business qui a besoin de se développer très rapidement et d'aller tout de suite à l'essentiel. Oui. Donc ça, c'est une super bonne idée, mais en réalité, les groupes ont beaucoup plus, je pense, les coups des francs qu'ils ne le pensent. Mais il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en place. Il y a quand même des banques qui parviennent à devenir des banques vraiment hyper modernes et digitales. Je pense à une banque, à chaque fois j'essaie de me souvenir de son nom, à Singapour, qui a complètement changé son modèle d'affaires. Une grosse banque, mais ça passe par la culture. Et le plus important, et je pense c'est la base, c'est vraiment d'insuffler un vent nouveau de haut en bas et de bas en haut, en apportant de la diversité dans les équipes, en s'inspirant de ce que font les meilleurs dans la tech. Moi, je suis toujours super admirative de ce que fait par exemple une boîte comme Alan, qui est franchement qui est une culture super forte. Ça passe aussi par l'intervention dans les boards de personnes donc pas uniquement de compliance ou d'auditeurs, mais de personnes qui viennent parler des écosystèmes tech. C'est des choses qui ont l'air assez banales, peut-être quand je le dis comme ça, mais que moi, en tout cas, je vois peu ou pas suffisamment. Et puis, changer la culture, insuffler cette culture d'innovation, mais dans les équipes, en mettant en place des programmes de formation sur l'innovation, sur la fintech, etc., pour donner, en fait, commencer à faire germer dans l'esprit des gens des nouvelles idées. Donc ça, c'est vraiment pour distiller cette culture de l'innovation que je parle de ça. Et puis le plus important, c'est aussi de donner la possibilité aux gens de créer. Mais donc pour pouvoir créer, il faut leur donner un petit peu d'espace de liberté. Ça, c'est très compliqué. Ah ouais, parce qu'on aime bien que tout soit sous contrôle. Ce qu'on voit souvent dans les grands groupes, c'est ça qui est compliqué. C'est que la charge de l'agrément de la banque repose déjà très vite sur les entités, même si elles sont indépendantes au départ, ou en tout cas elles sont quand même rattachées au groupe, donc elles en supportent un petit peu la charge. Ouais. Et par ailleurs aussi, dans ce que j'ai vu moi, tu peux être soumis en tout cas à des choix de services et de fournisseurs qui sont liés au fait que tu es dépendant d'une banque ou que tu as été créé par une banque. Donc est-ce que ça, c'est pas un frein aussi pour le développement des projets
intrapreneuriaux Alors, quand tu crées une filiale, par exemple, il y a aussi une histoire de prise de participation, majoritaire ou minoritaire. Ça n'aura pas forcément le même impact, hein, surtout quand ce sont des groupes systémiques. Là, tu vas avoir quand même le régulateur qui va te taper sur les doigts si tu as une prise de participation majoritaire et que tu te mêles pas de ce qui se passe. Donc, c'est logique. En même temps, je pense que c'est totalement possible, mais il faut qu'à la base, tu aies quelque part laissé cette boîte se développer de son côté, en ayant bien sûr en tête qu'une fois rattaché au grand groupe, tu vas pouvoir, une fois créé au sein du grand groupe, tu vas quand même devoir te conformer à un certain nombre de règles, mais en tout cas la faire grandir. C'est pour ça que je pense toujours à cette histoire de Startup Studio qui te permet de créer des startups rapidement et de façon hyper lean. Ouais, et donc là on parle de gouvernance dans les grands groupes. Si on revient un petit peu sur les startups et à la gouvernance des startups, est-ce que tu as des indications ou des conseils sur comment les startups pourraient muscler ce volet-là pour éviter les fails qu'on a pu connaître récemment ? Alors déjà, il faut arrêter de penser que la gouvernance, ça alourdit ta boîte. Avoir une gouvernance saine, souple et adaptée à l'étape de ta boîte, c'est fondamental en fait. Savoir qui fait quoi, qui est responsable de quoi, essayer d'avoir un maximum de communication entre les différentes parties prenantes et quand il s'agit d'établissements régulés, avoir en tête que c'est vraiment un must-have. Donc avoir une sorte de discipline. Je pense à un bête détail, mais avoir des boards qui soient bien préparés en avance, bien minutés, qui soient efficaces, c'est-à-dire que dans le choix des board members, que tu aies vraiment des personnes qui soient là pour faire avancer la boîte. Et si ça suffit pas, avoir un advisory committee on the side qui puisse agrémenter et supporter le CEO régulièrement, puis faire que ce soit vraiment réduit à l'essentiel, mais le plus important, tu vois ce que je veux dire. Donc avoir en tête toujours cette gouvernance adaptée aux besoins de l'entreprise et qui évolue au fil de l'eau et pas quelque chose de statique qui est la même chose dans 3 ans par rapport au départ, au moment du lancement. Je sais pas ce que tu en penses. Non, je suis assez aligné et surtout sur le point d'essayer de voir la gouvernance comme quelque chose de positif et de structurant et quelque chose qui peut être moteur dans le développement et d'accélérateur plutôt qu'une contrainte. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu dans le passé. Ouais. Parce que souvent, il faut que tu aies un board avec X actionnaires présents sur ton board. Le régulateur te demande d'avoir, un indépendant. Alors, tu fais vraiment par obligation, alors qu'en réalité ton board, tu as quand même autour de la table 4 heures par trimestre des gens qui ont vraiment une énorme expertise et il faut vraiment capitaliser sur cette expertise-là pour en avoir un jus, un substrat top. Donc c'est pour ça que ça doit être bien préparé et pas des pages et des pages de slides comme je l'ai vu trop, tu vois, et quelques slides hyper bien pensés pour vraiment te focaliser sur les éléments essentiels de discussion et pas traiter non plus que de compliance, comme c'est le cas dans certains grands groupes, ou à l'inverse que de stratégie, mais avoir un peu quelque chose au milieu, quoi. Ouais, c'est ça un peu le défi, c'est de rendre ce board, d'en faire un organe de travail plus qu'un outil de reporting. Et c'est souvent ça qui est vu comme quelque chose de contraignant et de lourd, ouais. Alors que ça peut vraiment être quelque chose qui, encore une fois, permet d'accélérer le développement. Tout à fait, et je dirais même, donc il y a cette histoire de gouvernance au niveau du board, la mise en place des comités exécutifs, mais au quotidien, impliquer toutes les parties prenantes, qu'il y ait vraiment une communication qui soit constante entre les différentes fonctions, entre guillemets, au sein de ton entité, pour éviter justement les crispations au moment où il faut lancer un produit. Et là, boum, tout le monde se réveille en disant « Attends, mince, on a oublié de traiter cet élément-là, mais je sais pas, notre agrément ne nous permet pas de faire ceci. » Moi, je l'ai déjà vu et c'est ballot parce qu'en fait, en ayant mis en place une gouvernance efficace dans la boîte et en étant hyper rationnel sur les processus de prise de décision, tu arrives vraiment à éviter ce genre de situation un peu crispante quand même. Clairement. Ok, écoute, très intéressant. Je pense qu'on a réussi à peindre un tableau assez clair des contraintes et de l'enjeu que peut représenter le processus de demande d'agrément dans les différents pays, en tout cas en Europe. Je crois que les États-Unis, c'est encore un autre challenge, mais on pourra en parler à une autre occasion. Et aussi les enjeux que ça représente de créer des entités au sein des grands groupes, qu'elles soient régulées ou non d'ailleurs. Peut-être pour terminer, est-ce que tu peux prendre 5 minutes pour nous expliquer quelles sont tes prochaines étapes, quels sont tes prochains objectifs ? Mon premier ultra en 2024.
Rien à voir. Rien à voir. Non. C'est le prochain podcast. Ça, c'est mon 1. Ouais, non. Plus sérieusement, écoute, continuer à accompagner mes clients avec passion. Je pense peut-être me raccrocher à des projets de plus grande ampleur. Parce que moi, j'ai vraiment... je trouve ça hyper intéressant d'être vraiment au tout départ, au lancement d'une boîte et de voir ce projet grandir. Je trouve ça toujours un peu frustrant quand tu es là que pour 3-4 mois. Donc ça, ce serait vraiment dans mes big wish. Et puis, comme je te disais, faire mon premier ultra en 2024. Premier 100 km. Canon. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation de livre ou de podcast ? Alors podcast, c'est trop facile, mais peut-être livre. Écoute, alors moi je le recommande tout le temps, le livre de Jean-Charles Samuelian sur la culture d'entreprise, qui est vraiment top, que j'ai recommandé à plein de CEO que je connais, et pas que d'ailleurs, parce qu'il est hyper pragmatique. Et c'est vraiment un super bouquin pour distiller une culture saine d'entreprise, je trouve. Et déjà, plus de réunions, ça c'est déjà génial. Parfait. Écoute, merci beaucoup Solène. Merci Patrick. Et à bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.